Vous écoutez La Voix de la jeunesse sur Étincelle Radio, la voix des jeunes pour le renouveau démocratique. Le 5 mars 1946, l'ancien premier ministre britannique Sir Winston Churchill a prononcé ce qui est devenu le discours du rideau de fer. Le titre officiel de ce discours était Le nerf de la paix, au Westminster College de Fulton dans l'État du Missouri, en présence du président des États-Unis, Harry Truman, et devant un auditoire estimé à 40 000 personnes. Après quelques remarques préliminaires, Churchill a dévoilé le principal objectif de son discours, qui était d'attaquer l'Union soviétique. Churchill a déclaré « De Stettin dans la Baltique jusqu'à Trieste dans l'Adriatique, un rideau de fer est descendu à travers le continent. » L'expression rideau de fer est entrée dans le vocabulaire populaire et dans les années qui ont suivi, elle a été utilisée à maintes reprises par les Britanniques et les Américains pour diaboliser l'Union soviétique et attaquer sa direction révolutionnaire. Il est dit souvent que le discours de Churchill a marqué le début officiel de la guerre froide. Cependant, la Grande-Bretagne et les États-Unis conspiraient et intriguaient contre l'Union soviétique bien avant la fin de la Deuxième Guerre mondiale, comme le montre le refus d'ouvrir un second front dans l'espoir que l'Allemagne nazie écraserait l'Union soviétique sur le front de l'Est. Des aristocrates britanniques ont appuyé Hitler. Des sociétés américaines ont financé des groupes fascistes américains, tandis que d'autres monopoles ont aidé secrètement les hitlériens tout au long de la guerre. Cependant, les impérialistes anglo-américains se heurtaient à la réalité que, en raison de l'héroïsme de l'Armée rouge, de l'Union soviétique et des forces partisanes pour vaincre le nazisme, le communisme jouissait d'un grand prestige après la Deuxième Guerre mondiale. Ainsi, les impérialistes anglo-américains avaient besoin d'une justification pour briser l'alliance antifasciste. Le discours du rideau de fer de Winston Churchill était une rationalisation importante des impérialistes anglo-américains pour attaquer le front uni contre le fascisme et déclarer que désormais il existait deux mondes. Le monde libre, centré sur les États-Unis, et le monde en esclavage, centré autour de l'Union soviétique. Churchill et d'autres ont demandé la mise en œuvre d'une grande stratégie anglo-américaine, comprenant des considérations géopolitiques et des objectifs de guerre liés aux notions de valeur et de loi pour lutter contre cette situation. Après la mort de Staline et la montée du révisionnisme, l'Union soviétique a concilié avec la notion de deux mondes et sur cette base, un ordre mondial bipolaire a été créé. Dans son discours à Fulton, Churchill a déclaré que la Grande-Bretagne devait resserrer ses relations spéciales avec les États-Unis contre l'Union soviétique, ancien allié des deux pays pendant la guerre. La Grande-Bretagne étant en déclin, son ancien empire s'effondrait et sa position de leader du monde occidental était reprise par les États-Unis, qui étaient sortis de la guerre pratiquement indemnes et plus puissants que jamais. Dans cet esprit, à plusieurs reprises dans son discours, Churchill a fait référence aux nations de langue anglaise et déclaré que celles-ci étaient les plus précieuses et qu'elles devaient donc décider et régir le destin du monde. Dans son discours, Churchill proposait que le combat de la Grande-Bretagne et des États-Unis contre les nazis, anciens et nouveaux, soit un problème du passé et que désormais leur lutte politique et militaire unie devait être exclusivement dirigée contre l'Union soviétique, le pays même qui avait le plus contribué à vaincre les nazis à un prix de loin plus élevé que tout autre participant à la guerre. En fait, ces deux pays accueillaient déjà à bras ouverts d'anciens nazis qui pourraient s'avérer utiles dans l'exécution de leur plan d'après-guerre. En plus de fulminer contre le rideau de fer, Churchill s'est déchaîné contre les partis communistes ou les cinquièmes colonnes qui, selon lui, constituent un défi et un danger croissant pour la civilisation chrétienne. Établissant un faux parallèle avec la politique d'apaisement vers Hitler avant la Deuxième Guerre mondiale, Churchill a ouvertement préconisé un renforcement de la puissance militaire contre l'Union soviétique parce qu'en traitant avec les Soviétiques, il s'était convaincu qu'il n'y a rien qu'ils admirent autant que la force
et rien qui les respecte moins que la faiblesse, surtout la faiblesse militaire. À la mi-mars 1946, un correspondant de la Pravda a demandé à Staline de clarifier certaines questions soulevées dans le discours prononcé par Winston Churchill à Fulton, États-Unis. Voici les réponses de Staline aux questions du correspondant, dans lesquelles il condamne et qualifie à juste titre ce discours d'appel à la guerre, et condamne la sanctification des nations de langue anglaise de Churchill comme étant une théorie raciale impérialiste. Staline défend l'amitié soviétique avec les États d'Europe orientale, que l'Armée rouge avait aidé à libérer du joug nazi, comme étant une garantie nécessaire contre une autre invasion. Il accuse avec raison Churchill de vouloir installer des gouvernements anti-soviétiques en Europe orientale. Question. Comment jugez-vous le dernier discours prononcé par M. Churchill aux États-Unis? Réponse. J'estime que ce discours est un acte dangereux qui vise à semer des germes de discorde entre les États alliés et à rendre plus difficile leur collaboration. Question. Peut-on estimer que le discours de M. Churchill compromet la paix et la sécurité nationale? Réponse. Sans contredit, oui. En fait, M. Churchill se trouve actuellement dans la position d'un fauteur de guerre. Et il ne s'y trouve pas seul, il a des amis, non seulement en Angleterre, mais également aux États-Unis. Il est à remarquer que, sous ce rapport, M. Churchill et ses amis appellent d'une façon étonnante Hitler et ses amis. Hitler a commencé la préparation à la guerre par sa proclamation d'une théorie raciale, où il déclarait que seules les personnes de langue allemande représentaient une nation véritable, au sens complet du mot. M. Churchill, également, commence la préparation à la guerre par une théorie raciale, en affirmant que seules les nations de langue anglaise sont des nations, dans toute l'acceptation du mot, appelées à diriger les destinées du monde entier. La théorie raciale allemande amena Hitler et ses amis à conclure que les Allemands, en tant qu'unique nation véritable, devaient commander aux autres nations. La théorie raciale anglaise amène M. Churchill et ses amis à cette conclusion que les nations de langue anglaise, en tant que seules véritables, doivent régner sur les autres nations du monde. En fait, M. Churchill et ses amis, en Angleterre et aux États-Unis, présentent aux nations ne parlant pas anglais quelque chose comme un ultimatum, c'est-à-dire reconnaissez de bon gré notre domination et tout ira bien. Dans le cas contraire, la guerre est inévitable. Mais si les nations
ont versé leur sang au cours de 5 années d'une guerre terrible. C'est pour la liberté et l'indépendance de leur pays, et non pas pour remplacer la domination des Hitler par celle des Churchill. Il est donc tout à fait probable que les nations qui ne parlent pas l'anglais et qui représentent l'énorme majorité de la population du globe n'accepteront pas de retourner à un nouvel esclavage. La tragédie de M. Churchill consiste dans le fait qu'il ne comprend pas, en Tory endurci, cette vérité simple et évidente. Il n'y a aucun doute que la position prise par M. Churchill est une position qui mène à la guerre, un appel à la guerre contre l'URSS. Il est clair aussi que cette position de M. Churchill est incompatible avec le traité d'alliance qui existe actuellement entre l'Angleterre et l'URSS. Il est vrai que, pour embrouiller ses auditeurs, il déclare en passant que le traité anglo-soviétique d'aide mutuelle et de coopération pourrait être facilement prolongé pour une période de 50 ans. Mais comment peut-on concilier une telle déclaration de M. Churchill avec sa position qui mène à la guerre contre l'URSS, avec son prêche en faveur de la guerre contre l'URSS? Il est clair que ces faits sont absolument inconciliables. Ici, M. Churchill, invitant à la guerre contre l'URSS, estime cependant que le traité anglo-soviétique peut être prolongé et voir sa durée portée jusqu'à 50 ans. Cela montre qu'il considère ce traité comme un papier sans importance qui ne lui sert qu'à couvrir et masquer sa position anti-soviétique. C'est pourquoi l'on ne peut pas considérer sérieusement les fausses déclarations des amis de M. Churchill en Grande-Bretagne relatives à une prolongation du traité anglo-soviétique jusqu'à 50 ans et plus. La prolongation du traité ne répond à rien si l'une des parties viole le traité et le transforme en un papier vide de sens. Question. Que pensez-vous de la partie du discours dans laquelle M. Churchill attaque les régimes démocratiques des États européens voisins de l'Union soviétique et où il critique les relations de bon voisinage établies entre ces États et l'URSS? Réponse. Cette partie du discours de M. Churchill présente un mélange d'éléments de calomnie avec des éléments de grossièreté et de manque de tact. M. Churchill affirme que, je cite, « Varsovie, Berlin, Prague, Vienne, Budapest, Belgrade, Bucarest, Sofia, toutes ces villes, avec la population d'alentour, se trouvent dans la sphère soviétique et subissent toutes, sous une forme ou une autre, non seulement l'influence soviétique, mais encore le contrôle toujours grandissant de Moscou. » Fin de la citation. M. Churchill qualifie tout cela de tendance expansionniste sans limite de l'URSS. Il n'est pas nécessaire de faire un gros effort pour démontrer que M. Churchill calomnie grossièrement et sans pudeur, aussi bien que Moscou que les États voisins de l'URSS dont il est question plus haut. Premièrement, il est tout à fait absurde de parler de contrôle exclusif de l'URSS à Vienne et à Berlin, où se trouvent également des conseils de contrôle alliés, composés de représentants des 4 puissances, et où l'URSS n'a qu'un quart des voix. Il arrive que certaines gens ne puissent pas faire autrement que de calomnier, mais il faut cependant garder la mesure. Deuxièmement, il ne faut pas oublier les circonstances suivantes. Les Allemands ont envahi l'URSS à travers la Finlande, la Pologne, la Roumanie, la Bulgarie, la Hongrie. Ils ont pu exécuter leur agression à travers ces pays parce que, dans ces derniers, existaient alors des gouvernements hostiles à l'Union soviétique. Par suite de l'invasion allemande, l'Union soviétique a perdu sans retour dans les combats avec les Allemands pendant l'occupation et par l'envoi d'hommes soviétiques dans les bagnes allemands. Près de 17 millions de personnes. Autrement dit, les pertes de l'Union soviétique dépassent de plusieurs fois celles de la Grande-Bretagne et des États-Unis prises ensemble. Il est possible que certains lieux on soit enclin à oublier ces pertes colossales du peuple soviétique qui ont rendu possible la libération de l'Europe du joug hitlérien, mais l'Union soviétique ne peut oublier ces pertes. On se demande ce qu'il peut bien y avoir d'étonnant dans le fait que l'Union soviétique, voulant garantir sa sécurité dans l'avenir, s'efforce d'obtenir que ces pays aient des gouvernements qui observent une attitude loyale envers l'URSS. Comment peut-on, si l'on a tout son bon sens, qualifier ces intentions pacifiques de l'Union soviétique de tendance expansionniste de notre État? M. Churchill affirme plus loin que le gouvernement polonais
se trouvant sous la domination des Russes, a été encouragé à formuler, vis-à-vis de l'Allemagne, des exigences énormes et injustifiées. Chacun de ces mots est une calomnie grossière et insultante. La Pologne démocratique actuelle est dirigée par des hommes éminents. Ils ont montré par leurs actes qu'ils savent défendre les intérêts et la dignité de leur patrie mieux que n'ont pu le faire leurs prédécesseurs. Quelle raison peut invoquer M. Churchill pour affirmer que les dirigeants de la Pologne contemporaine peuvent tolérer dans leur pays la domination de représentants de quelques États étrangers que ce soit? Les calomnies de M. Churchill contre les Russes ne sont-elles pas dictées par l'intention de semer des germes de discorde dans les relations entre la Pologne et l'Union soviétique? M. Churchill n'est pas content que la Pologne ait effectué un tournant dans sa politique en faveur de l'amitié et de l'alliance avec l'URSS. Il fut un temps où, dans les relations entre la Pologne et l'URSS, prédominaient des éléments de discorde et de contradiction. Cela donnait la possibilité à des hommes d'État du genre de M. Churchill de jouer de ces contradictions, de chercher à mettre la main sur la Pologne sous prétexte de la protéger des Russes, d'agiter le spectre de la guerre entre l'URSS et la Pologne et de conserver la position d'arbitre. Mais cette époque est révolue, car l'hostilité entre la Pologne et la Russie a fait place à l'amitié polono-soviétique. La Pologne actuelle, démocratique, ne veut plus être un ballon de jeu aux mains des étrangers. Il me semble que c'est précisément cette circonstance qui irrite M. Churchill et le pousse à des sorties grossières, dépourvues de tact, contre la Pologne. Pensez donc, on ne le laisse pas jouer aux dépens d'autrui. En ce qui concerne les attaques de M. Churchill contre l'Union soviétique, à propos de l'extension des frontières occidentales de la Pologne, grâce à la reprise de territoires anciennement pris par l'Allemagne à la Pologne, il me semble que M. Churchill pipe ouvertement les dés. Comme on le sait, la décision relative aux frontières occidentales de la Pologne a été adoptée à la conférence de Berlin des trois puissances sur la base des demandes polonaises. L'Union soviétique a déclaré à plusieurs reprises qu'elle considérerait ces demandes comme justes et équitables. Il est tout à fait probable que M. Churchill n'est pas content de cette décision. Mais pourquoi M. Churchill, sans ménager ses flèches contre la position des Russes dans cette question, cache-t-il à ses auditeurs le fait que cette décision a été prise à l'unanimité à la conférence de Berlin et qu'elle a été votée non seulement par les Russes, mais également par les Britanniques et les Américains? Pourquoi M. Churchill a-t-il eu besoin d'induire en erreur ses auditeurs? M. Churchill affirme plus loin que les partis communistes étaient très faibles dans tous ces États d'Europe orientale, qu'ils ont acquis une force extraordinaire, dépassant de beaucoup leur importance en effectifs, et qu'ils s'efforcent à instaurer partout un contrôle totalitaire, que des gouvernements policiers dominent dans presque tous ces pays, et que, à l'heure actuelle, il n'y existe aucune démocratie véritable, exception faite pour la Tchécoslovaquie. Comme on le sait, en Angleterre, un seul parti dirige maintenant l'État, le Parti travailliste, alors que les partis d'opposition sont privés du droit de participer au gouvernement anglais. Chez M. Churchill, cela s'appelle le véritable esprit démocratique. En Pologne, en Roumanie, en Yougoslavie, en Bulgarie, en Hongrie, c'est un bloc de plusieurs partis qui gouvernent, un bloc de 4 à 6 partis. Et l'opposition, si elle est à peu près loyale, se voit assurer le droit de participer au gouvernement. Chez M. Churchill, cela s'appelle du totalitarisme, de la tyrannie, de la dictature policière. Pourquoi? Pour quel motif? N'attendez pas de réponse de la part de M. Churchill. M. Churchill ne comprend pas dans quelle position comique il se met avec ses discours criards sur le totalitarisme, la tyrannie et la dictature policière. M. Churchill voudrait que la Pologne soit gouvernée par Sosnkowski et Anders, la Yougoslavie par Mikhailovitch et Pavelić, la Roumanie par le prince Tirbei et Radescu, la Hongrie et l'Autriche par n'importe quel roi de la maison des Habsbourg, et ainsi de suite. Il voudrait nous convaincre que ces messieurs de la fourrière fasciste peuvent garantir un ordre véritablement démocratique. Tel est l'esprit démocratique de M. Churchill. M. Churchill n'est pas loin de la vérité quand il parle de l'influence accrue des partis communistes en Europe orientale. Il convient cependant de noter qu'il n'est pas tout à fait précis. L'influence des partis communistes a augmenté non seulement en Europe orientale,
mais aussi dans tous les pays où avait auparavant dominé le fascisme. L'Italie, l'Allemagne, la Hongrie, la Bulgarie, la Roumanie, la Finlande. Ou bien où avait eu lieu l'occupation allemande, italienne ou hongroise. En France, en Belgique, en Hollande, en Norvège, au Danemark, Pologne, Tchécoslovaquie, Yougoslavie, Grèce, Union soviétique, etc. L'accroissement de l'influence des communistes ne peut pas être considéré comme un fait du hasard, mais comme un phénomène entièrement légitime. L'influence des communistes s'est accrue parce que, pendant les dures années de la domination fasciste en Europe, les communistes se sont montrés des combattants sûrs, audacieux et pleins d'abnégation contre le régime fasciste et pour la liberté des peuples. M. Churchill rappelle quelquefois dans ses discours les petites gens qui vivent dans des maisons modestes. Il leur donne, en grand seigneur, des tapes amicales sur l'épaule et se dit leur ami. Mais ces hommes ne sont pas aussi simples qu'on pourrait le croire à première vue. Ces petites gens ont leur point de vue, leur politique, et ils savent se défendre. Ce sont eux, les millions de ces petites gens, qui ont battu M. Churchill et son parti en Angleterre, donnant leur voix aux travaillistes. Ce sont eux, les millions de ces petites gens, qui ont isolé en Europe les réactionnaires et les partisans de la collaboration avec le fascisme et ont donné leur préférence au Parti démocratique de gauche. Ce sont eux, les millions de petites gens, qui, après avoir éprouvé les communistes dans le feu de la lutte et de la résistance au fascisme, ont décidé que les communistes méritaient pleinement la confiance du peuple. C'est ainsi que l'influence des communistes a augmenté en Europe. Telle est la loi du développement historique. Naturellement, M. Churchill n'est pas satisfait par un tel développement des événements et il sonne l'alarme, faisant appel à la force. Mais M. Churchill n'était pas non plus satisfait de l'apparition du régime soviétique en Russie, après la Première Guerre mondiale. À cette époque, il sonnait également l'alarme et organisa la campagne militaire des 14 États contre la Russie, se proposant de faire tourner en arrière la roue de l'histoire. Mais l'histoire s'est avérée plus forte que l'intervention churchillienne, et le don quichotisme de M. Churchill l'a amené à subir à l'époque une défaite complète. Je ne sais si M. Churchill et ses amis réussiront à organiser, après la Seconde Guerre mondiale, une nouvelle campagne militaire contre l'Europe orientale. Mais s'ils y réussissent, ce qui est peu probable car des millions de petites gens montent la garde pour défendre la cause de la paix, on peut dire avec assurance qu'ils seront battus, de même qu'ils ont été battus autrefois, il y a de cela 26 ans.
Ceci met fin à l'émission d'aujourd'hui. Revenez-nous pour la prochaine diffusion. Le plus simple, c'est de nous suivre sur notre page Facebook. Vous la trouverez sous le nom de Jeunes pour le renouveau démocratique. Allez aimer notre page, nos publications et surtout diffusez nos émissions parmi vos camarades, vos amis, vos connaissances. Vous pouvez aussi nous joindre par courriel au ydr.jrd@gmail.com. Au revoir, à bientôt. Étincelle Radio est un balado produit par les jeunes pour le renouveau démocratique. Toutes nos émissions sont libres de droit et à but éducatif. Les chansons que nous utilisons dans nos émissions sont utilisées en suivant le principe de l'utilisation équitable, fair dealing ou aussi fair use.